Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette édition de littérature qui sera consacrée à l'album numéro 8, le tome 8 de la série Dark Vador, traduit en français. Évidemment, c'est Darth Vader en anglais. Je vais vous montrer de quoi a l'air la couverture de l'album du côté de la France donc, et du Québec. Donc, si vous cherchez cette couverture-là en librairie, vous devriez la trouver maintenant. Ici Francis en direct de Québec et comme à notre habitude, c'est ainsi pour les comics, on retrouve Jean en direct de Vancouver. Ça va bien, Jean? Salut Francis, bonjour, bonsoir à tous, ça va très bien et toi? Ça va. Écoute, on est en attente de la sortie de 2 audiobooks qui vont sortir, on en reparlera au pire, là, mais qui vont sortir la même journée, le 15 octobre. On ne sait pas trop pourquoi, les deux en même temps. Donc, un roman adulte et un roman jeune adulte. Donc, je sais que c'est la même chose pour toi. Oui. Écoute, voilà, je suis tombé pratiquement directement dans le WhatsApp. Je peux conclure que moi, il n'y a pas énormément de nouveaux. Sinon, j'ai terminé l'écoute de l'audiobook là, de Anakin. C'est quoi déjà le titre? Padawan's Pride? Oui, c'est ça, Padawan's Pride. Fait que c'est ça. Côté récent, c'est pas mal ça. Toi, de ton côté, un petit WhatsApp? Oui. Bah, déjà, est-ce que tu as aimé le petit Padawan's Pride là? Ouais, ça... Oui, c'est ce que j'expliquais l'autre fois. Là. Ben, dans le fond, la fin ne m'a pas changé mon avis. Écoute, c'est meilleur que la plupart des romans jeunesse. Un peu pour rappeler, là, c'est du jeunesse. Cible, c'est autour de 8-12. Donc, c'est ça. C'est meilleur que la plupart qu'on avait eu plus récemment, là, toutes dans la Haute République. Là. Eh oui. Fait que moi, personne. Et je maintiens que ça ferait un très bon scénario d'adaptation comics. Encore plus, tu sais, des fois, on dirait qu'ils cherchent justement quoi mettre dans des comics jeunesse. Ben voilà, ça c'est un très bon exemple. Effectivement. Mais écoute, moi récemment, pareil, j'ai terminé l'écoute d'audiobook, mais alors là, c'est le dernier jeunesse de la Haute République qui s'appelle Beware the Nameless, que j'ai terminé là récemment. Très sympa. C'était qui l'écrivait? C'était Zoraida Cordova, peut-être? Ouais. Je sais plus. Ouais, je crois que c'est. En tout cas, c'est un très très bon petit companion book, comme d'habitude. Hein, les junior novels pour la Haute République, c'est ça. C'est une aventure sur le côté d'un petit groupe de jeunes. C'est souvent. Je commence à trouver ça un petit peu répétitif quand même, le petit groupe de jeunes. Un petit peu. Ouais. Très gentil. Mais ça restait sympa de voir des jeunes se confronter au Nameless. Moi, c'est toujours un problème, entre guillemets, c'est pas vraiment un problème, mais de savoir des comics jeunesse ou des romans jeunesse où tu as des jeunes qui vont se confronter au Nameless, qui font des trucs affreux aux Jedi. Donc là c'est bon, c'était plutôt bien tourné, l'aventure était très sympathique. On le voit sur la couverture, il y a un hut. Moi, c'est une des choses qui m'encourageait pas du tout à l'écouter. Ah, si, justement, c'est un super perso. Un super perso. Ouais, il s'appelle comment déjà? C'est pas moi un hut avec des vêtements. Ouais. Et qui parle basique aussi. Non, je sais pas, avec des vêtements, ça m'a un petit peu bon, pour la première fois, ils ont rendu un hut, je trouve intéressant, depuis là-bas. Okay. Donc c'était sympa, quoi. Et puis voilà. Mais il parle-tu en hut pendant tout le roman ou Non, justement, dès le départ, on te dit qu'il est intéressé par autre chose que être un gangster chez les Hutt. Du coup, il a appris le basique parce qu'il est intéressé par d'autres cultures. Et il parle basique pendant tout le roman. Je savais pas que cette race-là était capable de parler basique. Et pour rebondir sur ton audiobook à toi, enfin le petit Padawan's Pride, j'ai vu sur Audible, je ne sais pas si tu as checké sur Audible, s'il y en avait d'autres qui arrivaient, parce que comme on a dit la semaine dernière, c'est le premier d'une longue série. Et en fait, la même journée, donc 19 septembre, où sorti ce premier audiobook, ils ont sorti tout plein de... Alors, c'est même pas c'est des mini-audiobooks, mais minuscules de 5 à 10 minutes. Okay. Il y en a au moins une dizaine, enfin non, une bonne douzaine, on va dire, t'as l'adaptation de tous les films, de 1 à 9. Après, tu as plein de petites aventures. Tu as qu'est-ce que je dis, Rey et Poe, il y a Rose et Finn. Et c'est plein de petites aventures courtes. Alors, j'ai pas eu le temps d'en écouter aucun. En durée, ça dure entre 5 et 10 minutes. Je sais pas ce que c'est. Donc, je vais découvrir ça. Okay. C'est sur Audible. D'accord. Ouais. Je pensais que c'était que des audiobooks à la Padawan's Pride. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe là? Audible, ils ont craqué parce que c'est tous des Audible exclusifs, tu vois. Donc, c'est dispo que sur la plateforme Audible. Et quand j'ai checké les durées, je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est des petits trucs, je sais pas, des petits résumés. Ah, il y a même, si tu te rappelles, les jeunesses, alors les romans, les livres illustrés pour les très très jeunes enfants de George Mann, de la Haute République. Eh bien,
les 3 premiers sont dans cette collection-là. Donc, c'est vrai que ça n'a pas le choix d'être rapide parce qu'on ne se le cachera pas. Là, on parle de trucs vraiment très, très, très jeunes, là, très jeunesse. Fait qu'évidemment, c'était beaucoup plus image que texte. Là. Voilà, donc on verra. Je vous dirai ça la semaine prochaine, quand on fera le prochain épisode comics. Parce que je pense que tu peux écouter la totalité en une journée. Voilà, complètement. Voilà. Excellent. Écoute, si je te demandais, les auditeurs avaient quoi à se mettre sous les oreilles récemment? Récemment. Alors, nous, en littérature, ce qu'on a fait, on a continué notre aventure Dark Droid avec la critique du tome numéro 7 de Dr. Aphra et du dernier tome de la série Dr. Aphra de 2020. Donc voilà, c'était ensemble la semaine dernière. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Oui, récemment, on a eu un épisode surprise sur le cosplay. Un super épisode sur le cosplay où tu as Sylvain qui accueille donc Phobos et Hélène, qui sont deux cosplayeuses Star Wars, mais pas que. Et je vous conseille énormément l'écoute de cet épisode-là, c'est génial. Moi, je l'ai dévoré, cet épisode. C'est une partie 1, apparemment, ils vont refaire une partie 2, donc ça, c'est très cool. Et voilà, donc ils parlent de cosplay pendant une bonne heure. Très, très, très sympa comme épisode, avec 2 invités de qualité. Phobos qui est de Lord Rider, hein, si vous ne connaissez pas, c'est notre podcast Star Wars, donc hosté par République, et donc elle fait partie de l'équipage de Lord Rider, donc un super podcast Star Wars aussi, donc à faire. Ensuite on a le Star Wars Gamers, le dernier Gamers en date, où là c'était donc Odd, JF et Sylvain, encore une fois, qui nous donnaient leurs avis sur Star Wars Outlaws, donc le dernier jeu en date de Ubisoft. Et enfin, on a eu donc Sébastien qui a fait un petit interview très très sympa, donc un Star Wars Express disponible exclusivement sur YouTube. Et c'est les interviews des acteurs, des voice acteurs / acteurs Gaten Matarazzo, Tony Revolori et Marsai Martin. Voilà, donc ils sont 3 voix de cette mini-série Lego Star Wars Rebuild the Galaxy, disponible sur Disney+, qu'on n'a toujours pas encore regardé parce que pas le temps. Pas le temps. Je sais pas si vous avez écouté la série, là, si on peut dire, c'est assez rapide. Mais peut-être mentionner que c'est les Express, cherchez-le pas dans vos plateformes d'audio seulement comme Spotify, Apple Podcasts et compagnie, ça sera pas là, ce n'est que sur YouTube. Donc, c'est des émissions de Star Wars en direct beaucoup plus courtes, là, les SWD Express. Donc, voilà. Ouvrez votre YouTube, c'est une émission de, je me parle, c'est 10 minutes peut-être, là, donc c'est quand même très rapide. Avec l'acteur de Stranger Things et l'acteur aussi de Willow. Voilà, on en avait parlé un petit peu la semaine dernière, mais on avait été coupé. Donc c'est le Tony, là, le Tony quelque chose. C'est l'acteur, c'est un des acteurs de Willow, c'est un des bons acteurs de. Tony Revolori. Voilà. Par contre, la Marsai Martin, les voice actress plus que actrice, je pense. Elle fait pas mal de séries animées pour enfants, donc voilà, très cool. Excellent. Avant d'aller plus loin, on va saluer notre partenaire littérature, donc Star Wars Littérature Québec. Si ce n'est pas déjà fait, allez rejoindre le groupe, discuter de littérature de toutes sortes, là, romans, comics, beaux livres, etc. Autant canon que légende. Quasiment plus légende, en fait, là, justement. Et il y a aussi des podcasts de leur côté. Donc, on vous invite à rejoindre le groupe, à venir discuter avec nous sur Star Wars Littérature Québec. Et sinon, avant de passer à l'hyperespace, on vous invite aussi à aller faire un tour sur notre boutique. Donc, sur le site de Star Wars en direct, là, starwars.direct/boutique, ou bref, sur starwars.direct, vous allez trouver facilement l'onglet. Mais c'est ça, pour vous procurer toutes sortes de goodies. C'est la façon la plus efficace de nous encourager, de soutenir le podcast. On rappelle qu'on est très loin d'être à but lucratif, là. On est plutôt déficitaire. C'est ça. Donc, parce que oui, il y a des frais, par exemple, hébergement web. Donc, voilà, on vous invite à aller sur le site, que ce soit t-shirt ou toutes sortes d'autres produits dérivés, là, et soit avec, évidemment, il y a des logos, mais il y a toutes sortes de designs aussi créés par Danny. Des designs Star Wars, là, que c'est pas Star Wars en direct, là, c'est pas juste notre logo. Fait que voilà, allez faire un tour sur la boutique. Donc, sur ça, Jean, on va passer en hyperespace et on attaque le sujet de l'émission après. Allez, mets la gomme, Francis. Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace, donc on est là pour discuter, comme je dis en ouverture, de l'album numéro 8 de la série Dark Vador, série de 2020, je rappelle.
De temps en temps, on va passer ça, par exemple, sur Star Wars Littérature Québec ou sur notre Discord. Les gens sont un petit peu mêlés quand même. Là, on est rendu à la 3e série canon qui s'appelle juste Dark Vador. Donc, c'est vrai que ça peut être confondant. Donc, un petit truc, là, si vous cherchez en librairie, c'est de regarder à l'arrière des albums. Ça va être écrit et ça va être précisé, entre parenthèses, 2020. Si c'est la première série, ça va être écrit 2015. Et il y en avait eu une deuxième, mais il y avait quand même, en français, il y avait eu l'intelligence de mettre un sous-titre. C'était Star Wars, Le Seigneur Noir des Sith, et entre parenthèses, 2017. Donc, c'est ça, c'est la 3e série de 2020. Techniquement, cette série-là, de Charles Soule, là, Le Seigneur Noir des Sith, c'était la suite de la série Dark Vador 2015, en fait. En fait, ça faisait la continuité. Quand ça a été publié en VO, ça s'appelait que Dark Vador. Et enfin, en fascicule, c'était que Dark Vador, et ça continuait de 2015-2017. C'était juste que c'était le changement d'auteur, changement de période. Mais c'est toujours la série Dark Vador 2015, entre guillemets, qui a été renommée en c'est une relance parce qu'il y avait un trou quand même, là. C'était pas la semaine suivante. C'était pas suite, c'est ça. Mais c'est un peu confusant. La série de 2020, donc comme vous voyez, c'est ça. Ça fait la suite des tomes 6 et 7. Donc aujourd'hui, on attaque le volume 8. C'est un arc en entier, donc la totalité de l'album, c'est un arc. Fait que vous n'aurez pas un numéro qui a l'air de pas fitter là, avec le reste ou un one-shot. Donc, je n'ai plus. J'ai-tu le nom de l'arc quelque part? C'est l'arc de Dark Droid. Ouais, voilà. Ils l'ont pas noté sur la couverture, mais ça doit être Dark Droid, je pense. Ouais, c'est ça. Donc, on fait les specs rapidement. Donc, numéro 37 à 41. Pour 19 €, un 112 pages, donc un 5 numéros. Là. Sorti le 18 septembre dernier en même temps que le Afra. Chronologie, on est en même temps que les 3 autres séries en plus 3. Scénario, Greg Pak, dessin Raphaël Lenko et aux couleurs Federico Bli. Et aux couvertures, Lénil Francis Yu plus soit Sonic Go ou Romulo Fajardo Jr. Évidemment, en couverture, ça varie plus, mais il faut avouer que là, côté scénario et dessin, on a la même équipe depuis le début. Sauf exception, là, il y a eu ici un petit one-shot, je crois. Mais c'est quand même très cool d'avoir la même équipe en continu. On en reparlera là, plus tard dans la critique. Je pense à toi. Oui. Évidemment, avant de tomber dans la critique et dans l'histoire de celui-là, est-ce que tu pourrais nous rappeler très rapidement, on a fini l'album numéro 7 de quelle façon? C'est ça. Alors, on finissait comment? Donc, dans le tome précédent, Vador faisait équipe avec Aphra et son droïde Z pour récupérer le bouclier Zali, qu'on voit sur la couverture, si je ne me trompe pas, du tome précédent. Donc le bouclier qui est un artefact Sith qui lui permettait de mieux canaliser les résurgences de la force. Donc Vador souffrait depuis peu, depuis l'épisode avec la fameuse Fermat Takesh, justement. Il y a eu une espèce de force wave, une vague de force énorme et qui perturbait tous les manipulateurs de la force, dont les Sith, dont Vador, quoi. Donc là, on laissait donc Vador, Z et Ochi Lestun face à un groupe de Dark Droids, donc voilà, à la fin du tome 6. Et donc Vador et sa team avaient défoncé donc ce groupe de droïdes, de Dark Droids, et récupéré toutes les pièces des droïdes pour reformer des droïdes, pour former sa propre armée de droïdes personnels. Voilà, donc on s'arrêtait sur ça. Et voilà, donc tu veux qu'on enchaîne après sur le résumé du tome 8? Oui, avant d'attaquer le résumé, peut-être, j'ai pas pensé te dire avant, te demander là, en une phrase peut-être ton appréciation du tome 8. Oui, alors, une phrase. Donc, on le sait, donc la série Vador 2020, c'est peut-être la série en continu, là, comment on appelle la série ongoing. Voilà, qui a eu le plus de hauts et de bas, on va dire, quoi. C'est celle qui nous a le plus déçus, je dirais, quand même. Avec en premier lieu, moi, c'était je trouve qu'en général, la critique principale qu'on donnait à cette série-là, c'est que la caractérisation de Vador était terrible, de mauvaise manière. Elle était mal faite, en fait. Malgré ça, je trouve que pour ce tome-là, tu me disais c'est juste un seul arc, j'ai trouvé justement que les aventures de Vador au sein de l'événement Dark Droid, c'était plutôt pas mal, quoi. C'était plutôt de qualité, avec justement une meilleure caractérisation du personnage de Dark Vador. Justement. Nous, on veut un Dark Vador qui parle pas et qui botte des culs, quoi. En gros, c'est ça. Et là, dans ce tome-là, c'est plus ou moins ça. Moi, ces aventures de ce tome-là, ça m'a diverti. J'ai bien aimé la lecture, la relecture, il n'y a pas eu de souci. Sauf que il y a eu un numéro, en tout on a 5 numéros, je crois, c'est ça, hein. Ouais. Voilà. Et il y en a un, donc c'est le numéro 40, on le verra, avec l'empereur justement,
qui me dérange énormément et qui me déçoit énormément. Parce qu'il retombe dans les travers Greg Pak là justement il caractérise mal l'empereur, je trouve pour ma part. Faudrait demander à Loïc ça, parce que Loïc c'est un spécialiste de l'empereur. Je pense pas que Loïc va apprécier le numéro 40. Voilà, mais écoute, on y reviendra tout à l'heure en partie spoilers. Voilà. Donc en gros, une bonne lecture quand même de ce tome. Écoute, t'en as déjà dit beaucoup, je te répéterai pas, je vais me contenter de dire meilleur. Donc, meilleur que les précédents. Que les précédents, oui, on sera d'accord sur ça. Donc, voilà, écoute, petit résumé rapide de ce qui se passe. Est-ce que tu veux nous résumer ça numéro par numéro? Ou... oui, en gros, en fait, le résumé, il enchaîne les 4 numéros, les 5 numéros. Donc, on y va? Ok, c'est parti. Donc, on se retrouve sur l'Exécutor, qui est le vaisseau personnel de Dark Vador. La contamination de droïdes par le Scourge, par le Fléau, fait rage. L'équipe se fait décimer et les droïdes prennent le contrôle. Leur cible, c'est Vador, évidemment. Lui, Dark Vador, il est sur Mustafar. Il essaie de se reconnecter avec la Force. Il a l'air d'aller mieux à ce sujet, comparé à son état dans le tome précédent. Il reçoit un message de Mas Ameda qui l'informe sur l'Exécutor, le fait qu'il se fait envahir par les droïdes. Donc, Vador va s'y rendre et va défoncer les Dark Droïdes. Mais malgré ça, Ameda va ordonner la destruction de l'Exécutor pour empêcher justement la propagation de la menace droïde. Next numéro. Cependant, un certain amiral Korlek, qui est un ancien pote de l'amiral Piet, qui retarde l'attaque sur l'Exécutor en souvenir du bon vieux temps avec Piet, qui est lui prisonnier entre guillemets prisonnier de l'Exécutor. Il va envoyer l'amiral Korlek, va envoyer une équipe de secours sur l'Exécutor pour essayer de sauver les survivants. Malheureusement, les droïdes KX, donc c'est des modèles de droïdes qui sont ressemblant à ceux de K2SO, peut-être. Ouais, comme K2SO. Voilà. Qui les accompagnent, ils vont se faire contaminer, ils vont buter l'équipe de secours. Vador va se battre contre ces droïdes KX et Z, le droïde de Vador, va activer un genre d'IMP, de 2MP, qui va désactiver tous les droïdes. Vador va partir à bord de son TIE Advance et retourner sur Mustafar. Et quand le vaisseau de Korlek va à son tour se faire contaminer, Piet, lui, va le détruire directement, détruire le vaisseau de son ancien pote. Ensuite, on se retrouve encore sur Mustafar, où Z, le droïde de Vador, s'est fait contaminer par le fléau. Donc lui, il va contaminer à son tour un énorme Octoptara tridroïde qu'on voit dans l'épisode 3, notamment, et dans quelques épisodes de The Clone Wars également. Donc, grosse baston entre le Sith et cet énorme droïde, qui est apparemment immune aux attaques, même de l'espèce de staff qu'il a là, de Vador, et de son bouclier également. Donc, ça marche pas sur le droïde. Donc, Vador va utiliser sa rage, toute sa force, c'est ça, la colère via la force, pour de nouveau maîtriser complètement l'Octutara et le détruire. Voilà. Numéro 40, donc il va retourner sur Coruscant, et là l'empereur l'attend. Il attend, il va le tester encore, donc l'empereur va détruire son TIE Advance, il va envoyer des squads de Stormtroopers, de Death Troopers même, pour buter Vador, entre guillemets, pour le tester, encore une fois, c'est que des tests, tout ça. Entre-temps, les Dark Droids qui étaient présents dans le TIE vont contaminer les Death Troopers, et puis vont commencer à contaminer tous les droïdes de Coruscant. Et pendant que l'empereur et Vador vont se foutre sur la gueule, au final l'empereur va quand même prendre le dessus sur Vador. Vador, un peu frustré, un peu bougon, va se retirer dans ses quartiers avec un petit disque droïde là, un petit droïde infecté, et va se laisser infecter par le fléau. On finit le numéro 40 sur ça, attention, bam bam. Vador possédé, mais pas pour longtemps en fait, parce qu'en fait c'était un piège que Vador a tendu au fléau. Vador va en fait récupérer tout plein de disques droïdes là, va les modifier, on connaît Anakin est très balèze en mécanique, il va les modifier et ramener les droïdes à sa cause, un peu comme Afra a fait lors du tome précédent, elle avait modifié un disque droïde pour reconvertir les droïdes et les re-rendre gentils entre guillemets. Grosse baston entre Vador et ses droïdes contre les droïdes du fléau. Le Scourge, le fléau voulant toujours posséder Vador, et alors que le fléau a l'air d'avoir le dessus, Vador va déchaîner une énorme vague de force qui va détruire toute l'armée droïde, Dark Droid. Donc voilà, et ça finit sur ça, sur une ouverture même vers le prochain arc, et la présentation du Schisme Impérial, qui est un nouveau groupuscule impérial secret mené par ni plus ni moins que Sly Moore. Et voilà comment se termine le tome. Oui, excellent, merci Jean. Dans le fond, effectivement, contrairement à d'autres albums, par exemple Afra la semaine dernière, qui inclut plusieurs histoires, là, cette fois-ci, on est vraiment dans un arc simple, assez linéaire.
On pourrait dire peut-être en 3 temps, là, comme tu as expliqué. Le premier temps, c'est la mission vers l'exécuteur. Le deuxième sur Coruscant et le troisième, c'est comment dire, le piège tendu par Vador là, au fléau. Écoute, si je te demandais tout d'abord côté du scénario de Greg Pak, est-ce que tu es satisfait, comme tu disais, peut-être une meilleure caractérisation de Vador? Ouais. Alors Greg Pak, c'est marrant, j'avais une réflexion là en préparant le podcast. Là, Greg Pak, c'est l'auteur de Dark Vador 2020 depuis le début de la série. Ouais. Et c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la série Dark Vador 2015, comme la série Star Wars d'ailleurs, comme les séries Afra, tout ça, ce sont des séries qui gardent le scénariste. On a Alyssa Wong sur Afra, on a Ethan Sachs sur Bounty Hunters, et donc Charles Soule sur Star Wars, et là Greg Pak sur Vador, et ils ont tous, les 4, ont tout fait du début à la fin, leur série, alors que les séries 2015, on voyait pas mal de scénaristes tourner très très souvent, quoi, notamment sur Vador, sur Star Wars. Donc là, c'est Greg Pak encore une fois. Et Greg Pak, je t'avoue que effectivement, moi, il m'a déçu parce que les scénaristes de la première série de 2015, c'était quand même mieux. Mais comme je disais, il y a des hauts et des bas. Et là, je trouve qu'on est quand même sur un petit haut niveau scénario. Déjà, je disais une meilleure caractérisation de Vador. Simplement, c'est un Vador qui parle très très peu dans ce tome-là et qui est tout puissant. Donc là, il a repris reconfiance en lui. Il a repris le dessus sur la vague de force qu'il avait mis en échec dans le tome précédent. Et donc là, il défonce pendant tout le tome. Sauf le numéro 40, on le verra un peu plus tard, encore une fois. Mais voilà, donc ça, j'ai bien aimé, ce côté-là. Et encore une fois, tout l'arc Dark Droid, que ce soit avec Afra, avec Star Wars ou avec, on le verra, Bounty Hunters, j'ai l'impression que ça relève un petit peu le niveau dont on avait laissé ces séries lors des précédents crossovers. Et là, je trouve ça super intéressant. Donc, que ce soit son passage sur Mustafar, on le verra peut-être. Enfin, je te laisse donner ton avis aussi, mais il y a 2-3 points de scénario qui j'ai pas compris. C'est ça, on les abordera après. Écoute, qu'on peut peut-être mentionner aussi, il y a une certaine cassure aussi avec le avant. Peut-être que ça contribue à notre impression que celui-là est meilleur par l'absence totale de Hoshi Bestoun. Oui, c'est vrai. Qui était très présent quand même depuis le début de la série en 2020. Et l'absence aussi de la Handmaiden là, de Sabé. Donc, qui elle aussi était au cœur des numéros précédents. Il y a le personnage que j'aime beaucoup, là, dans le cas de Sabé, Hoshi de Bestoun, beaucoup moins. Mais bref, ça fait quand même du bien de ne plus les avoir. Là, tout ce qui reste, c'est son fameux droïde qui le suit partout. Là. C'est ça. Qui prend un peu la relève de Z, parce que c'est lui que les dialogues passent par Z, comme l'humour passe par lui et ses autres droïdes. Mais là, je sais pas pourquoi, c'est le même auteur, mais là, l'humour des droïdes est beaucoup plus sympathique. J'ai bien aimé les blagues que sortent les droïdes de temps en temps. C'est plus entre eux et moins, justement, c'est peut-être ça aussi, là, on écœure moins Vador. Ouais. Puis, tu sais, quand justement on disait que Vador n'aurait pas cette patience-là, c'est ça, je crois que dans cet album-là, c'est plus de l'humour entre eux, des répliques entre eux qu'envers Vador. Sinon, écoute, il y a un petit moment sur Mustafar, tu l'as mentionné. Donc, Vador qui retourne voir l'espèce de bestiole qui est sur un crâne rouge. Je ne sais pas si tu veux en parler. Oui, voilà. Qui est une invention de l'esprit, je ne mettrai pas de qualificatif, mais de l'esprit de J.J. Abrams. C'est ça, là, Greg Pak avait ramené dans cette série-là. Est-ce que ça fait partie des points faibles que tu voulais aborder? Oui, exactement. Parce que ce passage-là, hormis, c'est juste un dialogue entre. Alors, ça s'appelle le Eye of the Webbish Bog. J'ai pas le nom en français malheureusement. C'est une espèce d'araignée qui vit en symbiose avec une espèce de géant. Et ce couple de créatures vivent dans les lacs de lave de Coruscant. C'est très très bizarre comme concept. Et en fait, c'est un concept. C'est une façon très polie de le dire. Voilà. Mais techniquement, ça me dérange pas plus que ça, parce qu'en fait, des créatures de la force un peu bizarres, on avait le Bendu au niveau lumineux, au niveau, je sais pas, des entités similaires. Je trouve que là, c'est pire. Ouais, niveau design, tu parles ou... Ouais, c'est ça. Mais quand je disais création de J.J. Abrams, pour ceux qui l'ignoraient, c'est que Kylo Ren passait par là au début on était censé le voir au début de Rise of Skywalker, là, de l'épisode 9.
Finalement, je pense que c'est une scène coupée. Mais là, c'est là qu'il récupère l'espèce de boussole, là, de compas qui lui servait à aller sur Hexagol. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Design très étrange. Bon, design, à la limite, on pourrait se dire, OK, mais là, c'est qu'en plus, la bestiole, c'est comme si elle avait un savoir ancien sur le côté obscur de la force. En tout cas, tu te dis, OK, mais pourquoi elle est là? Bref. Mais après, c'est marrant parce que c'est une créature qui était... techniquement, elle est canon. On le voit à l'écran pour ceux qui nous écouteraient à l'audio, là, mais c'est ça, on essaie de vous la décrire, là, mais c'est ça. C'est très, très bizarre comme concept. Alors, c'est Greg Pak l'a donc ramené dans cette série de 2020 bien avant. On l'avait vu plusieurs fois déjà auparavant. Mais ouais. C'est pas un concept que je déteste plus que ça. Notamment, elle est présente dans la novélisation de l'épisode 9, que ce soit le roman adulte ou le roman jeunesse. Donc, ouais. Et puis, je sais pas, il y a plein de créatures comme là, on a vu avec Afra, le Star Weird, qui est pareil, une créature de la force maléfique, qui est vraiment bizarre aussi. Donc, je me dis, la galaxie est remplie de créatures comme ça, cheloues, donc pourquoi pas une créature comme ça, ça ne marche pas plus que ça. Sauf que là, en fait, c'est au niveau scénario que ça me dérange, c'est que là, techniquement, il n'a pas besoin de retourner sur Mustafar, en fait, il devait directement se rendre sur Coruscant pour rejoindre l'Empereur. Et en fait, je sais pas, là, c'est vraiment un détour pour rien, pour juste rajouter des pages. Et juste c'était peut-être sur son chemin, là, écoute. Ouais, voilà, parce qu'en fait, tout le numéro après qu'il suit, c'est sa baston avec l'espèce d'octo-droïde, là. Ouais. Et en fait, il fallait qu'il revienne pour qu'il y ait ce baston. Et voilà, donc le seul moyen qu'ils ont trouvé, c'est de ramener cette espèce de truc. Et qui sort, en plus, rien de très intéressant. Hein, parce que tout ce qui nous sort, là, tous les dialogues qu'on peut lire, c'est des trucs qu'on connaissait déjà. Donc, c'est très c'est comme si c'était peut-être pour nous montrer aussi à quel point Vador est un peu perdu. Il n'arrive pas du tout à retrouver ses pouvoirs à leur maximum. Là. C'est un détour justement avec le droïde qui va lui permettre. Là. Mais ouais, c'est ça. Premier petit. C'est sûr que là, on est passé vite sur tout l'arc, le mini-arc, on va dire, de l'exécuteur. Là. Ah oui. Écoute, moi, j'ai trouvé que c'était quand même bien, le retournement de situation aussi à la fin, comme tu as décrit, là, que l'amiral Piet, lui, il n'hésite pas, ou en tout cas, il applique le protocole, donc il détruit le Star Destroyer qui lui a laissé une chance avant. Le fait que Mas Amedda, tu sais, ils font semblant de croire que Vador a échoué, que Vador est mort, mais c'est ça, en fait, c'est quand même, on sent très bien que c'est une tentative pour tuer Vador. De toute façon, tu as même un des amiraux là, qui dit quand bien même il n'est pas mort, on va le tuer après, ou après avoir sauvé Piet et sa gang. Justement, j'ai une question à ce sujet. Mas Amedda, donc dans le tome précédent, c'est lui qui avait déjà envoyé les droïdes pour buter Vador. Là, il ordonne l'exécution de Vador via la destruction de son vaisseau. Alors, je sais qu'il suit les ordres de l'empereur, j'imagine. C'est pas Mas Amedda qui a une vendetta personnelle contre Vador, quoi. Je parierais pas là-dessus. En fait, voilà. J'ai l'impression que, évidemment, l'empereur le sait, vu que l'empereur sait tout, mais qui voit ça comme un défi de plus pour Vador. Donc, il se dit, je les laisse. Tu sais, de toute façon, c'est ça, cette dictature-là. Là, lui, ça l'amuse de voir les gens s'entre-déchirer. Puis cette lutte de pouvoir-là, on voit ça dans plein de romans. Puis dans plein de... Et voilà, et ça m'amène à... Donc, bon, si c'est Amedda qui veut tester Vador, pas de souci. Mais au final, on voit dans le fameux numéro 40, là, que c'est l'empereur qui teste Vador encore une fois. Là j'ai envie d'avoir l'avis de Loïc, mais cette série de Dark Vador 2020, c'est constamment des tests de l'empereur. Ouais. Envers Vador, et bon, ça allait un petit moment. Quand tu y penses un peu, même celle de 2015, c'était déjà ça. Déjà, c'est vrai, t'as raison, t'as quand même raison. Donc là, ça commence à faire, d'autant que moi, dans les films, jamais... Voilà, très répétitif déjà en comics, mais dans les films, j'ai pas l'impression de voir un Vador qui a envie de prendre la place de l'empereur, et je vois pas un empereur qui teste Vador constamment, en fait. Moi, je vois un gars qui suit les ordres de l'empereur, et qui... Donc là, toute cette caractérisation de l'empereur, donc ça allait un petit peu au début, déjà la série 2015, là, au début de la série 2020 à la limite, mais là on arrive à la fin de la série 2020 et ils testent encore mais pourquoi Alors je comprends, c'est des... Dans ce cas-ci, c'est pas qu'ils le testent comme si c'était de quoi tout organisé. C'est juste que justement Vador vient de retrouver ses pouvoirs. Là, la haine, bon, on sait pas trop si sa haine est dirigée tant vers l'empereur que vers lui-même. Parce qu'il y a encore quelques petits flashbacks ici, là, on sent que c'est un peu envers lui-même aussi. Ouais. Mais tout ça pour dire que c'est ça, là, il s'en va rejoindre l'empereur sur Coruscant pour justement, là, mais tu sais, c'est un test envers lui-même aussi, Vador, qui fait.
Puis, mais écoute, on peut aborder ce moment-là. Moi, j'ai vu ça comme justement beaucoup trop léger, beaucoup trop rapide. Je trouve qu'on a passé énormément de temps à voir Vador défoncer des droïdes avant. On va passer encore du temps à voir Vador défoncer des droïdes après. Et la confrontation, parce qu'il y a bel et bien un duel ou une confrontation Empereur-Vador. Et ça dure. Bah, c'est un numéro, là, mais c'est plus. C'est une partie d'un numéro, du numéro 40. Puis effectivement, c'est ça. C'est trop rapide. Écoute, on a un empereur qui est complètement invincible, qui craint zéro tout ce que Vador peut lui faire. Là. Fait que de ce côté-là, j'ai pas trouvé que c'était. C'est ça, c'est pas les tests comme quand l'empereur envoie Vador dans une situation. Hein, tu me suis là, désespéré ou un truc comme ça. Là. Fait que il retourne ses Death Troopers contre lui. Hein. L'empereur mentionne à Vador, c'est ceux que tu avais choisi toi-même, puis tu vois qu'ils te trahissent parce qu'ils m'obéissent à moi et non pas à toi. En tout cas, c'est. Puis lui, les droïdes, ils te règlent ça parce que Vador a apporté avec lui le fléau sur Coruscant. Lui, l'empereur, c'est. Là aussi, il est zéro impressionné. Il te les défonce tous avec ces fameux éclairs, un peu comme à la fin de l'épisode 9, où est-ce qu'il attaquait tous les vaisseaux dans le ciel. Fait que, tu sais, t'as envie de dire, OK, tu laisses toutes tes troupes mourir, tu sais, puis tu laisses ton empire se fragiliser partout dans la galaxie, alors que tu aurais le pouvoir d'arrêter ça instantanément, en tout cas. Bref. Ouais, mais j'ai pas accroché ce numéro-là, surtout que, enfin voilà, on est quand même sur Coruscant. Comment l'empereur va détruire le TIE Advance là, de Vador. Il va détruire ça. Il va le faire abattre là, par la DCA. T'es là, mais pourquoi quoi? Enfin, tu risques des casualties là sur ta capitale. Enfin, pourquoi l'empereur réagit comme ça quoi? Moi, mais écoute, plus tard, je pense à la fin du numéro, on voit à quel point il s'en fout complètement des dégâts, parce que justement, le fléau se répand tranquillement dans un premier quartier, un premier secteur de la capitale, et avec Masameda, il va redonner un plan de contingence, là, protocole je sais pas quoi. Et ça consiste en une méga explosion. Là. Donc, tu vois qu'il vient de raser c'est une partie qui est infectée sans sourciller. Là, fait que, écoute, c'est l'empereur. C'est l'empereur. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé... Tu sais, je repense par exemple dans The Clone Wars, la série animée, la confrontation Maul et l'empereur, le duel au sabre, c'était extraordinaire. C'était vraiment, vraiment une belle bataille. Je sais pas, cette fois-ci, j'ai trouvé ça tellement... C'est vrai que c'est répétitif. D'un autre côté, on peut se dire, mettons que tu te mets en position de Greg Pak, qu'est-ce que tu peux mettre qu'on n'a pas déjà vu plein de fois? Même une confrontation Vador avec l'empereur dans la salle du trône, comme c'est là, on l'a déjà vu ça aussi plein de fois. Donc, tu peux... Alors les gars, je ne suis pas certain que c'était nécessaire. Pas comme toi, là, c'est répétitif et plus on se rapproche du retour du Jedi, plus tu te dis, OK, fait que finalement, c'est quoi? C'est cette dernière confrontation-là que Vador va enfin comprendre qu'il perd son temps et que c'est grâce à Luke qu'il va plutôt avoir ses chances. Voilà. C'est ça, quoi. Mais on n'a pas cette subtilité-là. Par exemple, on aurait pu avoir un... Tu sais, des fois, on est dans les pensées de Vador. Là, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Après ce fameux affrontement-là avec l'empereur, il va plutôt s'attaquer au problème des droïdes. Voilà, il passe totalement à autre chose. Et puis... c'est pour ça. Sans transition, on va dire. J'aurais préféré qu'il continue, que Greg Pak se focus sur le Scourge et sur les problèmes droïdes pendant tout le tome. Là, ce numéro 40, il fait tâche et il sert à rien, quoi. Enfin, non, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, hormis celui-là, le reste est nickel. Hein. Enfin, niveau scénario, pour une fois, même si tu parlais des flashbacks, il peut pas s'en empêcher, un Greg Pak. Hein. C'est fou. Oui, mais c'est quand même très, très léger, là. Oui, c'est vrai que c'est plus léger que d'habitude, mais c'est là. T'as raison, par intermittence. Et, alors, ça va faire la tradition, je sais pas si t'avais fini le scénario, mais avec les dessins, souvent, les flashbacks sont... c'est un peu le point... écoute, avant d'attaquer les graphiques, on peut peut-être parler de la conclusion, que Vador, justement, va se laisser, on ne comprend pas trop pourquoi, mais il va se laisser infiltrer par le fléau. Le numéro se finit comme ça. Et dès le numéro suivant, on va comprendre que non, Vador
C'est quoi? Donc, il y a un bouton sur le bras et là, ça fait en sorte que les droïdes, ça tombe en circuit fermé. Fait que, bref, il continue de communiquer avec le fléau, comme quand il est possédé par le fléau, mais il n'est plus possédé, en tout cas. Bref. Voilà. Fait que Vador a tendu un peu un piège et il va se servir de ça pour défoncer les droïdes. Mais c'est ça, je voulais aborder ça avant de tomber dans le graphisme parce que bon, tout ça s'inscrit dans l'événement Dark Droid avec les 3 autres séries ongoing. Mais là, dans le fond, il n'y a pas de conclusion. Dans le sens que Vador va finir effectivement par défoncer tous les droïdes à sa, disons, plus ou moins en contact avec lui. Mais on sait que l'événement Dark Droid va se terminer abruptement, mais complètement, tu sais, à part de ça, on l'a déjà critiqué là, dans les autres numéros. Fait que pour l'aspect Dark Droid, je trouve que celui-là se termine, mais en queue de poisson, dans le sens. Et dès le prochain numéro, là, évidemment, il n'est pas dans l'album qu'on critique là, mais après, on passe à autre chose. Il n'y a aucune transition. Fait que c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, là, comme faut vraiment. Ça s'inscrit dans un tout. Fait que les gens qui lisent que la série Vador, puis tu sais, mon impression est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui lisent pas les autres séries. Ne serait-ce que les prix, je crois d'ailleurs qu'ils sont toujours un petit peu plus chers, les Vador. C'est pas celle qui se vend le plus avec Star Wars, du coup. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que c'est ça. J'ai trouvé ça étrange que ça se termine comme ça. Moi, ça ne m'a pas dérangé à ma lecture, numéro par numéro, là, il y a plusieurs mois, parce qu'évidemment, on lisait un Vador, un Star Wars, un Aphra, un Bounty Hunters, un Dark Droid. Mais c'est ça. Il n'y a même pas une référence. T'sais, par exemple, dans la série Star Wars, on voyait comment le Scourge, le fléau, avait été vaincu par d'autres droïdes. Mais là, on ne voit rien du tout. Pareil, mais même dans Aphra. Ouais, c'est vrai. Ouais, dans Aphra, etc. Tu pointes un. Ouais, mais j'avais complètement pas tilté. T'as raison. T'as complètement raison. Ben, en fait, c'est qu'on s'en rend compte au prochain. T'sais, on pourrait se dire que ça va être dans le prochain. Mais quand tu commences à lire le numéro 42, ben là, il n'y a rien. On est retombé plus dans l'arc normal là, de la série Vador. Parce que je pense que comme on les enchaîne beaucoup, là, tu vois, les tomes, on est en plein dans Dark Droid, du coup, on a tout en tête encore. Mais donc, du coup, si tu lis ta mini-série Dark Droid, ta Disquad et ta Star Wars, enfin, si tu prends tous les tomes Dark Droid, évidemment, t'es pas perdu. Mais effectivement, là, si tu lis que la Vador, ça se finit vraiment. Ouais, complètement, j'avais pas fait gaffe. Ben, tu sais, ne serait-ce qu'une mention, qu'une cause, flashback ou fouille-moi quoi, là, tu sais, c'est ça, là, il n'y a absolument rien, même le texte, tu sais, le bandeau déroulant, là, en début de chaque comics, on a le résumé, on va dire, là, de la mise en contexte. Même ça parle pas du tout du fléau. C'est fou. C'est un peu spécial. Mais même si le cliffhanger du numéro 40 que tu mentionnais, là, ça, c'est un très bon cliff. Hein. Tu dis, merde, ça y est, il a réussi à choper Vador. Et après, ça s'est débunké dès le numéro suivant. Quoi. Ouais, ça dure très, très peu de temps. Donc, après, on s'en doutait un petit peu quand même. Quoi. Mais bon, voilà. Mais oui, et alors du coup, je suis désolé, j'ai survolé tout l'arc Piet, on va dire, entre guillemets, là, dans le vaisseau, les 3 premiers numéros. Ça, j'ai beaucoup aimé, notamment le fait, la relation, une espèce de relation avec un personnage. Moi, alors, j'ai dû faire des recherches pour savoir qui était ce personnage de l'autre amiral, là, qui s'appelle Korlek. Korlek, voilà. Et alors, c'est un personnage complètement inédit, hein, c'est pas du tout un personnage de film ou quoi. Et alors, Piet, alors d'ailleurs, c'est rigolo parce que, petit fun fact sur Piet, c'est donc un personnage de l'épisode 5 qu'on revoit dans l'épisode 6, et c'est le seul impérial dont l'acteur revient d'un film à l'autre, en fait. Tous les impériaux meurent d'un film à l'autre, sauf lui. Donc Piet, d'où son statut de fan favorite, là, tu vois, tout le monde adore l'amiral Piet. Et donc Piet, qui a donc connu cet amiral Korlek donc dans une espèce de passé commun, vu que là on nous le raconte dans ce tome-là. Et Korlek va donc retarder l'attaque sur l'exécuteur, en souvenir de ce bon vieux temps là, donc il va attendre, parce qu'apparemment Piet avait attendu quelques secondes dans la mission qui se passait jadis. 4 secondes. Voilà, 4 secondes, qui a réussi à sortir, enfin Korlek a réussi à sortir de la merde en 4 secondes, donc il a survécu grâce aux 4 secondes que Piet lui avait accordées. Et donc là, Korlek lui rend l'appareil en accordant 4 autres secondes, mais bon, lui il va carrément envoyer des équipes pour aider Piet, parce qu'il aime bien Piet. Alors Piet, en retour, il attend les 4 secondes, et puis comme là, le miracle ne va pas se reproduire une deuxième fois, là après les 4 secondes, il va complètement détruire le vaisseau de Korlek
Donc c'était sympathique, cette petite. C'est ça la marine impériale. Voilà, ça c'était pas mal travaillé, surtout qu'il y a pas mal de dialogues à ce sujet-là et c'est pas mal développé, ça j'ai bien aimé. C'est subtil parce que ça fait 2 numéros, je crois, mais c'est pas mal. Et Korlek qu'on retrouve dans le fameux schisme impérial à la toute fin, là, donc il a survécu la destruction de son vaisseau apparemment. On verra dans le tome suivant, mais c'est lui qu'on voit l'espèce de mâchoire. Ok. Bon, tu vois, j'avais pas du tout réalisé que c'était lui. Voilà. Donc voilà, comme quoi on peut survivre des destructions de vaisseaux. De toute façon, c'est Star Wars. Ouais, écoute, peut-être que le pont est une cellule de survie en soi. Là. Voilà. Et donc le fameux schisme impérial, donc ce sera l'arc du prochain tome là qu'on voit en toute dernière page. Donc c'est lui le personnage noir à côté de Sly Moore. Et donc ils ont Greg Pak a aussi ramené donc une autre antagoniste de l'arc, notamment avec Sabé, avec les Handmaiden. Elle faisait partie de Star Class et c'est l'antagoniste à Vador aussi qui reviendra dans cette d'armure. Un personnage dans une méga armure qui à la Warhammer 40 000 qui fait aucun sens pratique concret, là, à moins d'avoir un handicapé dedans, là, complètement un homme tronc par exemple, là, mais je veux dire, physiquement, les pieds du personnage seraient au niveau des genoux. Il n'y a pas de sens. Les mains au niveau des coudes, ça marche pas. Ces concepts-là d'armure surgonflée, physiquement, ça peut juste pas marcher. C'est comment ça s'appelle l'amiral Tantanza. Enfin, c'est une ex-gouvernante en plus, c'est pas vraiment une amiral. C'est Tantanza, voilà, qu'on n'avait pas trop aimé dans les arcs précédents et qui va revenir dans le tome suivant. Pour les mêmes raisons. Écoute, voilà. Et quand Loïc dit je me le figure pas en film, ben effectivement, c'est un personnage que pour moi fait aucun sens. Bref, on va rester sur le numéro 8. Fait qu'écoute, côté scénario, je pense que ça ferait le tour. Côté graphique, comment t'as trouvé le travail? Bon, on le mentionnait, là, c'est le même dessinateur depuis le début, de Raphaël Yenko. Alors Yenko, mais qui n'a pas fait tout non plus les numéros. Hein. De temps en temps, il y a d'autres. Je pense qu'il y a quelques numéros qui a pris congé. Et justement, l'arc suivant, ça ne sera pas lui. L'arc, il prend un congé pour un arc, là, celui du schisme impérial. Je pense que c'est ça le titre de l'arc suivant. Mais sinon, c'est quand même, faut le souligner, là, on est les premiers à se plaindre quand il y a des changements de dessinateurs. Donc, comment tu as trouvé ton travail cette fois-ci? Notamment toi, j'ai pensé direct à toi quand j'ai vu qu'il n'y avait qu'un seul dessinateur dans le tome. J'ai dit, ça c'est un bon point pour Francis. Yanko, j'aime bien Yanko, c'est pas désagréable. Je trouve que tout ce qui est vaisseau, tout ce qui est Vador, Stormtrooper, je trouve plutôt bien fait. Niveau humain, genre Empereur, Moore, c'est relativement ressemblant, mais c'est pas folichon non plus, tu vois. Moi, je dirais, c'est qu'il y a un style pour dessiner les visages qui est propre à lui, mais ça se reproduit sur tous les personnages. Tu parlais de l'amiral Piet. Fait que tous les visages sont un peu particuliers. C'est ça. C'est reconnaissant. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais est-ce que c'est pas inconstant non plus? Non. On peut préciser, il y en a qui ont beaucoup de misère à être constant dans les visages. C'est pas son cas. Hormis, moi, le seul problème que j'ai trouvé, c'est les phases d'action, ça manque un peu de peps, tu vois. Il y a des trucs de fou qui se passent et Vador, je sais pas, je l'ai vu plus dynamique dans d'autres séries, quoi. Là, je trouve un peu ça, un peu plat. Beaucoup de cases. Et découpage toujours très carré, carré ou rectangulaire. Pas toujours constant, là, c'est pas un Tintin ou un Astérix, mais ça reste qu'on n'est pas dans des choses très originales. Non, voilà. Mais ça reste correct, tu vois. C'est pas plus. Ça reste relativement, ça reste très lisible. Hormis, je dirais, le petit point noir, je dirais, ce sont les flashbacks, je mentionnais auparavant. Je trouve que là, que ce soit Qui-Gon, Padmé ou Anakin jeune, alors les visages ils sont pas terribles du tout. Là, j'essaie de retrouver un visage de Qui-Gon. Ça m'a. À un moment, on a un Obi-Wan qui dit justement à Anakin qui est trop agressif là, quand il se pratique au combat au sabre, des choses comme ça. Je sais pas si ça se voit. L'image qu'on voit, c'est Palpatine qui est à l'opéra, là, qui parle à Anakin. Encore, c'est pas la pire, quoi. J'ai peut-être été sévère, peut-être pas, finalement. Mais non, mais il y avait ça sera pas le meilleur pour les visages. Voilà. Moi, je dirais, je sais pas ce que tu en penses, j'avais sélectionné justement des pleines pages que j'ai montrées quelques fois depuis tout à l'heure.
je dirais que c'est quand même des fulgurances là, versus le reste. On dirait vraiment qu'effectivement, il va beaucoup plus rapidement. Parfois, il y a certaines pages qu'on le sent, là, que c'est comme ici au Québec, on dirait botché. Là. Ça a été fait un peu plus vite fait. Et par contre, là, tout à coup, on arrive à une pleine page et là, on a de quoi de vraiment magnifique. Du souci du détail. Tu mentionnais tantôt l'armure de Vador. Pour une série Vador, il faut que tu la maîtrises. Puis clairement, lui, il a une couille, il la maîtrise. Puis le duo avec le coloriste, écoute, Federico Bli, là, moi je trouve que c'est parfait. Il fait vraiment une très très bonne équipe. Mais c'est ça là, comme je vous montre là à l'écran, c'est des pleines pages où est-ce que clairement il a mis plus de soin. C'est pas à ce point-là sur la totalité des pages. Fait que ce serait mon point négatif un petit peu là, côté graphique. Ouais, t'as raison, ouais, c'est une page de fou là. Et même, je sais pas si tu as remarqué, sur certains dessins de Vador, il rend Vador. Enfin, là, je pense que voilà, Loïc, ça le dérange, ça le dérangerait, ça. Le Vador prend une espèce de, une tête un peu différente. Enfin, c'est comme s'il était plus agressif, tu vois, il fait les yeux plus agressifs, ou l'espèce de menton plus prominent, du coup. Enfin, j'ai pas remarqué. Par exemple, sur une des pages, des pleines pages que tu as montrées là, enfin, je sais plus laquelle c'était. Voilà, par exemple là, je sais pas, c'est le masque fait. Je sais pas, il est plus pointu. Je sais pas, il y a la forme qui diffère, qui lui rend un aspect plus agressif que. Ah, je sais pas, je savais pas dire. En même temps, là, c'est voilà. des fameux angles. Oui, voilà, c'est peut-être l'angle. Parce que là, tu as vu en bas, la case du bas, il est plus ressemblant au film, par exemple, que la case d'avant. Bref, un détail. Et là, j'ai retrouvé. J'aime beaucoup aussi l'effet qu'il donne aux yeux. Ben là, pour tout l'art Dark Droid, hein, de toute façon, que ce soit les yeux des Dark Droid ou les yeux des gens possédés, là, comme ça, j'aime bien l'effet un peu. Et tu as raison, les vaisseaux, entre autres, tu as montré très rapidement tantôt, mais le TIE Advance de Vador, les Star Destroyer, tout ça, c'est nickel. C'est vraiment magnifique. C'est ça. Moi, c'est ça, on a un exemple à l'image, là, c'est la manière qu'ils nous ont représenté le fait que les droïdes prennent le contrôle progressivement comment on l'appelle, en tout cas, c'est l'exécuteur, le Super Star Destroyer, je pense que c'est ça sa catégorie. Mais voilà, avec les lumières qui progressivement s'éteignent. C'est pas mal, ça. Écoute, c'est. Mais, comme je disais, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a des effets wow, tu les as juste sur certaines, plus des pleines pages, ou en tout cas des choses un peu plus spectaculaires, où est-ce que le reste de l'action, c'est un petit peu plus générique. Exactement. Là, tu vois, là, j'ai sélectionné une page où c'est le Vador qui se balade, qui détruit les droïdes à la pelle, mais je sais pas, c'est pas fou. Non, c'est ça. Alors que juste avant, tu as une pleine page où là, ça envoie un petit peu plus, quoi. Donc effectivement, les pleines pages donnent, mais le reste est un peu plus plat, quoi, peut-être. Ouais. Sinon, écoute, c'est ça, il n'y a rien d'affreux non plus. Il n'y a pas de choses qu'on peut dire, là, c'est dégueulasse, comme des exemples qu'on vous a montrés quand on critiquait les albums de Georges Gentil. Georges Gentil, le point. C'est pas, au niveau Georges Gentil, on est quand même bien dessus. Ouais, là, tu montes à l'écran des visages de Qui-Gon, Anakin et Obi-Wan. Bon, c'est ça, quand je disais qu'il y a un style pour faire des visages, là, c'est ça. Là, c'est pas du photoréalisme, clairement. Non, il y a quelque chose. Ouais. Il y a quelque chose qui me dérange, mais pas plus que ça. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ouais. Puis tu sais, comme je disais tout à l'heure, le découpage des cases, c'est toujours très. Très, très scolaire, ouais, c'est vraiment soit un gaufrier neuf, soit c'est voilà, très, très. Ouais. Je comprends quand tu veux dire que ça manque un peu de dynamisme, là, même dans les batailles, c'est ça. Ouais, parce qu'on a souvent des dessinateurs qui te mettent des cases, tu sais, je sais pas, perpendiculaires, enfin, parallélépipèdes, qui se chevauchent ou qui. Je sais pas. Là, c'est vraiment pas un style manga. On est à l'opposé complètement. Voilà. Excellent. Sinon, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? On peut peut-être parler vite fait des couvertures? Oui, carrément. Mais écoute, les covers, les régulières. Alors, t'avais noté, il y avait un couple d'auteurs, comment il s'appelle là? Il y avait Francis Yu, je me rappelle parce que c'est Francis Yu, qui ont fait le 37-38. C'est pas fifou, je trouve. Et heureusement, c'est pas celles-là qui ont été sélectionnées. Même en plus, avec une couverture comme ça, tu t'attends quand même à un peu plus concret. Qui-Gon et Obi-Wan, un peu plus que juste 2 cases de flashback, là, mais bon. Et surtout que là, les visages sont vraiment. Enfin, Obi-Wan, à la limite, la Qui-Gon, c'est moche. Moi, je trouve ça moche. Voilà. Donc là, c'est la deuxième de Francis, je pense.
Non, en fait, ils sont tous de Lénil Francesio. C'est juste qu'il était en équipe avec soit Sonigo sur les premières, puis les 2 dernières avec Romulo Fajardo. Effectivement. Bah, c'est celle-là là, que tu as montré avec. J'aime bien là, celle avec le reflet violet dans les yeux du casque de Vador. Là. Celle qui a été choisie pour la 4e de couve, donc pas pour le dos du tome. C'est pas mal, et surtout que ça montre bien. Bah, tu as Vador et les Stormtroopers contre les Dark Droids. Donc ça, j'aime beaucoup. Après, tu as la 39-40-41 avec Romulo Fajardo Jr., justement. La 39, moi je l'aime bien, avec le droïde aérien, c'est pas mal. Ouais. Sans plus, hein, mais voilà, ça te montre bien ce que va. Le tome, enfin, ce numéro-là, c'est la baston avec ce droïde-là, donc techniquement, ça te vend. Il reste que dans cet album-là, le droïde nous est présenté comme un vrai défi pour Vador, alors que quand on écoutait The Clone Wars, les Jedi n'avaient pas vraiment de défi à détruire ces droïdes-là, donc bon. Est-ce que là, le fait qu'il soit contaminé, peut-être que ça le rend oui, puis résistant aux 2 armes que Vador utilise à ce moment-là, parce que Vador n'utilise plus vraiment son sabre laser, contrairement à ce qu'on voit sur la couverture. Il utilise l'espèce de bouclier et bâton. Là, je ne sais plus si on l'a. On ne l'a pas sur les couvertures de celle-là. Non. Mais c'est ça, ce droïde-là, et son armure est faite pour résister à ce type d'attaque-là, mais bon. Par contre, la 40, voilà, donc qui a été choisie pour le tome, que ce soit Marvel ou Panini, je la trouve magnifique. Je sais pas ce que tu en penses. Moi, oui, bah ça. Je continue. C'est pas ce type de dessin-là que j'aime pour mes couvertures. Je continue de trouver qu'il y a un petit côté intérieur du comics, puis un petit peu moins couverture sur celle-là. OK. Mais bon, j'ai l'impression aussi que le fameux bandeau blanc en haut de chaque numéro, lié à l'événement Dark Droid, nous gâche aussi un petit peu les couvertures. Oui, c'est vrai, ouais. Là, tu les enchaînes, les couvertures à l'écran, là. Ouais. Effectivement, là, ça bouffe, c'est complètement con, ça enlève. Ça enlève même le titre de Dark Vador est en blanc sur un fond blanc. Mais bref, là, on chipote un peu. Tu avais sélectionné la couverture du tome, là, juste après de Panini. Là, Ouais, tu vois, sur Panini, c'est quand même un petit peu plus sombre. Voilà, c'est plus sombre. Et moi j'adore, que ce soit la compo, les classiques, tu vois, t'as Vador contre les droïdes, ça te vend le tome, mais l'arrière-plan, là, avec l'espèce de brume, là, la couleur violette, j'adore. Je sais pas, j'ai flashé sur cette couverture, et effectivement, ça fait un peu trop mainstream, on va dire, quoi, ça fait pas assez couverture, mais je trouve que c'était un bon choix de la part de Panini. Ouais, c'est mieux que bien d'autres. Puis tu vois, la dernière, la 41, c'est Vador. Celle-là, j'ai bien aimé aussi. Là. Évidemment, il faut savoir de quoi il est question, là, ces fameux petits droïdes-là, mais il y a un petit côté. C'est pas mal, c'est vraiment très bon. J'aurais pas détesté d'avoir celle-là en première de couverture. Je trouve qu'elle est très vendeuse. Justement, là, en librairie, tu vois celle-là, tu es intrigué sur quel genre de bestiole ou de menace que Vador affronte. Complètement. J'ai l'impression qu'ils sélectionnent vraiment des couvertures qui font très passe-partout, mais qui accrochent l'œil quand même. Tu vois, là, tu as Vador avec un sabre, il faut Vador avec un sabre. Mais là, tu vois, ça aurait été un peu différent, ça aurait été mieux chaud. Mais je sais que tu voulais nous montrer des variantes. Oui, les variantes. Alors, les variantes, comme d'hab. Là, on en a 4 que je trouve très jolies. Alors, malheureusement, elles sont en 4 sur une seule page. Donc, on voit pas grand-chose, malheureusement, mais elles sont très, très jolies. Je ne vais pas te dire tous les artistes. J'aime beaucoup, entre autres, celle du. Je vais enlever le bandeau qu'on voit bien, mais celle de David Marquez avec Rachel Rosenberg, là, une coloriste qu'on connaît bien. Où est-ce qu'on voit qu'il est sur Mustafar. Il y a à la fois son sabre et l'espèce de bâton là, qui se trimballe depuis plusieurs arcs, avec son château dans la brume derrière et son droïde compagnon qui est en train de se noyer, si on peut dire, dans la lave de Mustafar. Écoute, moi, celle-là, je la trouve vraiment magnifique. Ouais, super. Celle-là, je l'aurais pris comme couverture principale. Ouais, complètement. Ouais. Après, on a celle de Bjorn Barents, qui est pas mal avec Masameda, là. Et enfant. Là, pareil, tu as un peu la même composition, c'est un petit peu la même composition là, avec la statue de l'empereur qui casse pour le numéro 40, justement. La fameuse frise là, des Dark Droids, donc un numéro par mois pour te reconstituer une frise bien sympathique. Et malheureusement, regarde, ils ont mis en pleine page, alors celle-là n'est pas trop mal non plus, donc là on a en pleine page, alors c'est le concept art, on va dire, de Grievous qui ressemble au fléau, c'est ça? Qui fait la pleine page. Je pense que c'est ça c'est le personnage du fléau là, je me souviens plus s'il y a un nom propre à lui là, ou c'est le droïde original, on va dire, là, mais bon. En tout cas, ça qui est très bien. Mais par contre, là, ils ont choisi celle-là en pleine page, alors qu'elle est classique.
tu peux pas faire plus classique. Ouais. Quoi. Enfin, Ben ouais. c'est dommage. Quoi. Elle est très belle. Par exemple, Elle est celle-là, très belle. Bon. elle est jolie, mais bon, voilà. Donc, pourquoi avoir pas mis celle-là en pleine page? On chipote Ah ouais, ouais. plutôt que celle-là. Mais bon, voilà. Et donc, voilà. Après, c'est fini. Si je collectionnais les comics unitaires, là, les issues, là, effectivement, j'essaierais d'avoir la variante là, sur Mustafar. Il faut avouer qu'elle est très, très belle. Ça ferait une très belle affiche, d'ailleurs. J'essaierais peut-être de me la procurer pour décorer mon bureau. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Sinon, écoute, puis on précise, hein, c'est ça, j'ai pas encore, comme toujours, j'ai pas encore reçu mon exemplaire du volume 8 de chez Panini, donc je sais pas s'ils vont être présentes comme ce que tu viens de montrer là, dans le TPB américain. Parfois ils sont pas, donc tout dépend toujours de l'édition, le nombre de pages, puis tout ça. On croise les doigts là. Là, il y a eu que entre guillemets 5 numéros hein, comparé au 36 du tome d'Afra et du prochain Bounty Hunters, là où il y a 36 numéros aussi dans le tome. Là, on espère des variantes cover à la fin. Excellent. Écoute, si je te demandais, Jean, de nous noter ta lecture de l'album. Alors, c'était relativement facile parce que j'ai tendance à noter bas les tomes qui m'ont vraiment pas plu lors des fameux crossovers. Là, on tombait dans du... je crois qu'il y a eu 13, 14, là, tellement c'était naze. Enfin, naze. 13, 14, c'est bas pour moi, hein, tu vois. Mais là, j'avais l'impression de revenir à je te disais des hauts et des bas, à revenir à la série comme elle était à ses débuts, tu vois, en début 2020, quoi, où j'avais mis au premier tome quand même un 18 sur 20. Et notamment, c'est la présence de Sabé, je crois que j'avais beaucoup aimé Sabé dans les arcs de Vador. Ouais, au début. Et là, mais malgré l'absence de Sabé, l'absence d'Afra, Afra, c'est elle qui a sauvé le tome précédent, parce que bon, c'est pas ouf, mais sa présence, moi, ça m'a voilà. Et là, malgré l'absence de ces deux personnages, l'absence d'Ochi, ça aide beaucoup, parce que, encore une fois, alors ça c'est marrant, parce qu'à la fin du tome précédent, Ochi était aux côtés de Vador, et là, il est absent total du tome, je sais pas où il est parti, mais il est squeezé dans le tome. Ouais, c'est ça. C'est ça, je te disais, la transition entre les arcs, je trouve qu'il y a vraiment un vide. Tu te dis, OK, ça finit. Tu as l'impression que c'est la continuité, mais tel personnage n'est plus là. Afra, tu vois, je me demandais, Afra, elle est nommée. Enfin, il y a un dialogue qui explique. C'est d'ailleurs Ochi, je crois, qui dit dans la fin du temps précédent, Afra s'est barré, donc machin. Mais Ochi, ouais. Donc, c'est cool qu'il soit plus là parce qu'on en a marre. C'est dommage, c'est un personnage qu'on avait beaucoup aimé dans le roman. Dans le roman, il était bien. Dans le roman Shadow of the Sith. Shadow of the Sith, ouais. Voilà. Il était excellent parce qu'il l'ombre des Sith, voilà, il était menaçant, il était cruel, quoi. Il a buté quand même des personnages importants, machin, sans spoiler. Et là, son absence m'a fait monter la note à, j'ai mis à 15. Ouais, 16. Je crois que j'ai mis un 16 sur 20. Écoute, t'es conséquent, t'avais donné 15 au précédent. Donc, voilà, c'est ça. 15 au précédent. Donc, ouais, 16. Ouais, j'ai quand même plus aimé ce tome-là, malgré ce numéro 40. Les autres numéros, moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé cet event. Donc, ouais, écoute, on va un peu dans le même sens. Moi, j'avais donné un 10, donc j'avais beaucoup moins apprécié le précédent, et c'est pas l'avenue d'Afra qui était venue pour moi glorifier. En plus, il y avait un numéro, dans l'album précédent, pour rappel, il y avait un numéro de la série de 2015. C'est vrai. C'est aussi le cas dans la version française là, de chez Panini. Il y a carrément une reprise d'un issue de la série de 2015, c'est précisé derrière. Donc, qu'est-ce qu'il venait faire là? J'ai toujours pas compris. C'était pour représenter la rencontre Afra-Vador. Afra-Vador, là. C'est ça, ouais. À ceux qui connaissaient pas le personnage, peut-être. C'est un peu con, ça. S'ils commencent à nous remettre les issues, les personnages apparaissent. Ouais, c'est ça. Écoute, comme j'ai dit, celui-là va être meilleur, même s'il est quand même imparfait. Il est pas. On les a mentionnés, là, les défauts. Mais c'est passable, tu vois, moi je vais lui donner un 14 sur 20, un 70%. C'est pas mal. Alors que c'est ça, j'avais donné 50% au précédent. C'est un bon jump quand même. Ouais, c'est ça, exact. C'est la même note d'ailleurs que j'ai donnée au Afra la semaine dernière. Donc, pas pour les mêmes raisons, mais voilà. Pourquoi d'Android Ouais, écoute, c'est moi, je sais pas si tu te souviens, là, on remonte à il y a 1 an et demi peut-être, mais l'événement d'Android commençait et je te disais, tu vas voir, c'est quand même mieux que les deux autres événements avec Kira qu'on a eu. C'est vrai. C'est vrai que moi j'avais tendance à critiquer les issues parce que je ne voyais pas où ça venait. Et puis, c'est toujours, voilà, là on n'en a même pas parlé, tu vois, parce qu'on l'a rabâché dans tous les tomes précédents. La temporalité, il faut juste l'oublier, quoi, parce qu'une fois oublié, ça passe.
Ouais, non, c'est ça. Oubliez que ça se passe entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, parce qu'effectivement, ça fait beaucoup trop de gros événements galactiques qui arrivent en si peu de temps. Là. Parce que pour rappel, ce n'est que 12 mois. Là. Entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, il n'y a que 12 mois. Et là, on a des séries de comics à un numéro par semaine que ça roule depuis 2020. Fait que ça vous donne une idée. C'est ça. D'événements. Là. Ils ont étiré les 1 an de l'univers en 4 ans à notre temporalité. Quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est 40 tests de l'empereur. Quoi. Oh, oui. Ouais, non, je comprends. C'est ça. Et c'est sûr que quand on note, il y a le côté, OK, c'est la suite de la série. Il y a le côté en tant qu'album tout seul. Tu vois, celui-là, c'est un bon exemple que tout seul, c'est pas si dramatique, je trouve, par rapport à d'autres albums là, où tu as besoin d'avoir lu le précédent. Fait que, mais c'est ça. Évidemment, ça dépend toujours dans quel contexte vous allez les lire et compagnie. C'est ça. Écoute, excellent sur ces quand même bonnes critiques qu'on va conclure cette émission de Star Wars en direct littérature. Comme toujours, si vous avez des suggestions, en fait, moi, je suis très curieux d'avoir vos commentaires sur l'album, sur cette série-là de façon plus large ou sur l'événement Dark Droid aussi. Là, je crois, Jean, qu'il va nous rester la série Bounty Hunters pour conclure l'arc Dark Droid, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ben, on a prévu ça la semaine prochaine. Hein, donc, le prochain épisode comics qu'on va enregistrer, ça sera sur le Bounty Hunters tome 7, donc, qui donc parlera de Dark Droid du point de vue des chasseurs de primes, mais qui conclura aussi la série des chasseurs de primes Bounty Hunters. Voilà. Donc, avec, on mentionnait un tome de, je crois, 8 ou 9 numéros aussi, pareil, comme pour Afra. Ouais, c'est ça. Pour rappel, c'est que la série Bounty Hunters puis Afra finissait un peu plus tôt, moins de numéros que la série Star Wars et Vador. Écoute, j'ai pas mentionné, mais venez nous voir sur le Discord de Star Wars en direct aussi. C'est vraiment cool les différentes discussions qu'il y a là. Et bon, évidemment, il y a un salon littérature où est-ce qu'on est plus actif. Jean et moi, mais il y en a sur tous les sujets. Fait que c'est ça, venez faire un tour, venez discuter avec nous sur le Discord. Pour info, pas besoin d'être un gamer invétéré, là, ceux qui ont encore l'impression que Discord, c'est pour les gamers. Je pense qu'à ce temps, il y a des Discords pour tout et n'importe quoi. Là. Il doit en avoir pour des recettes de cuisine. Là. Oui, parce que moi, je suis sur pas mal de Discord, effectivement, pour tout. Prenez ça comme un chat, quoi. C'est comme un forum, comme les anciens forums. Là. Un forum interactif. MIRC, puis ICQ. Voilà. Donc, non, c'est super cool, le Discord. Allez-y. Excellent. Sinon, en dehors de l'émission qu'on a mentionnée, Comics, là, de Bounty Hunters, qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme, Jean? En littérature, donc, on a 2 romans de prévus. Et alors, là, le dilemme, c'est que ces 2 romans ont leur version audiobook qui sortent le même jour, le 15 octobre. Donc, c'est Mace Windu de Glass Abyss, d'un côté, et La Haute République, Tears of the Nameless, donc les larmes des sans nom, de l'autre côté. Donc, on va voir, on va se consulter, on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Ouais, c'est ça. On verra aussi avec l'intérêt des différents membres de l'équipe. Il y a ceux qui lisent de La Haute République, il y a ceux qui n'en lisent pas. Fait que... C'est ça. Donc, en tout cas, ces 2 romans arriveront très bientôt. Voilà. Oui, puis on peut mentionner qu'il va y avoir la deuxième partie aussi là, de l'émission qu'on a mentionné tantôt, l'entrevue de Phobos et Hélène sur le cosplay réalisé par Sylvain. Donc, en tout cas, je le suppose, là, c'est vraiment une hypothèse de ma part, mais si cet épisode-là était la partie 1, on peut supposer qu'il y a une partie 2 au moins. Là. Et on est pas bien à vous laisser en plein. Ah ouais, non, c'était super cette émission-là. Tu l'as écouté, toi? Non, j'ai pas encore eu le temps. Je l'ai vu hier, là, et ça a piqué ma curiosité. Là. C'est vraiment style entrevue. Là. Et ça tombe bien, faire la discrétion de fou, mais ça va s'être coupé. Mais en fait, j'ai reçu c'est pas un cosplay, enfin, c'est un cosplay, un costume d'Halloween là qui est arrivé le jour où cet épisode cosplay qui est tombé vraiment comme ça. Je m'y attendais trop pas d'avoir cette émission cosplay arrivée là, le même jour où je reçois le mien de cosplay. Ah bon. C'était pour te motiver à l'assembler ou je sais pas. Là, j'ai tellement de questions. Là, il faut que j'ai contact les cosplayers et il faut que j'ai plein de questions. Là. Donc, c'est super intéressant. Excellent. Ben, attends de voir la deuxième partie. Peut-être qu'ils vont avoir les réponses à tes questions. Les réponses, exactement. C'est clair. Excellent. Donc, voilà, sur ce, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc, de la part de toute l'équipe, de la part de Jean et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct littérature. La voix du fandom Star Wars et que la force soit avec vous. Bye.